Madame, Monsieur, bonsoir. Engagé depuis son arrivée au pouvoir dans une dynamique de transparence et de redevabilité, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'ouvre une fois de plus à la presse nationale et internationale. Ce soir, nous allons donc avoir l'opportunité d'interviewer le chef de l'État sur sa vision, les trajectoires de la révolution progressiste populaire, les actions posées au quotidien pour la souveraineté, la liberté et le développement du Burkina Faso. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir ici au Palais de Koulouba à Ouagadougou donc pour cette grande interview. Alors, chers téléspectateurs, le format de cet entretien est particulier. Au total, 10 journalistes vont se succéder par vague de 2 pour poser leurs questions au chef de l'État. 5 domaines sont concernés par les échanges. Il s'agit de la sécurité et de la défense, de politique et société, de la diplomatie et de l'AES, de l'économie et du développement, et enfin donc de la géopolitique régionale et internationale. Chaque pool donc, de journalistes aura entre 15 et 20 minutes pour échanger avec le chef de l'État. Mon rôle ce soir est celui de modérateur chargé de la police des débats. Monsieur le Président, avec votre permission, nous recevons donc le premier groupe de journalistes. Il s'agit de Hervé Dapa de la télévision BF1 et Asmao Dao de la télévision C360. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez de 20 minutes pour vous entretenir avec le chef de l'État sur les questions relatives à la défense et à la sécurité. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, certains de nos détracteurs vous ramènent régulièrement une phrase, et cette phrase remonte aux premiers instants de votre prise de pouvoir, quand vous disiez que si tout est mis en œuvre, 3 mois suffiraient pour tendre vers la fin de la guerre. Et ces détracteurs disent aujourd'hui que 3 ans plus tard, la guerre n'est pas totalement terminée. Monsieur le Président, ce soir, que leur répondez-vous? D'accord, merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus pour cette interview. C'est vrai, c'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense. Et je dis si tout est mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Mais tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurions espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Justement, Monsieur le Président, vous venez de le dire, hein, quand vous prenez le pouvoir, si on veut caricaturer, il y avait plus d'hommes que de munitions dans l'armée burkinabé. Et aujourd'hui,
où en est-on avec le programme d'armement de cette armée-là? Et puis, quels sont les signes qu'elle est en train progressivement de monter en puissance? Très bien, je l'ai dit, je ne peux pas dépeindre toute la situation qu'il y avait, c'était catastrophique. Et comme je l'ai dit, vous pourrez enquêter. Il y a peut-être même dans cette salle des militaires qui étaient sur le front, sans armes. Ça existait dans notre armée. Donc ce sont des situations, on croyait que c'était juste, je ne dirais pas de la mauvaise foi, mais une situation incompréhensible. Pour nous, il y avait les armes et on refusait de doter. Mais quand on a été face à la réalité, très vite, on s'est résolu à chercher d'abord à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté les VDP, on a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Ça, c'était un gros défi. Nous y sommes. On continue de recruter, comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'est un effort considérable. Parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là. Et le volume de terroristes augmente. Parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc, il faut qu'on s'adapte à la situation. Et maintenant, nous avons notre 3e phase, qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc, c'est ça la montée en puissance. Il faut bien s'équiper, mais aussi créer une industrie de défense. Ça, c'est très important. Dans quelques mois, bien quelques années, on aura ici, nos militaires vont utiliser des armes mine in Burkina. Bien sûr. Nous avons la capacité intellectuelle. Il y a de la ressource. Il suffisait juste de chercher. Et voilà. Nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sûrement. Alors, Monsieur le Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Justement, pour gagner cette guerre, vous venez de le dire, il faut des armes et il faut aussi des hommes, et surtout des hommes déterminés. La détermination, vous le savez, c'est le game changer majeur. C'est ça qui fait la différence dans toute guerre. En ce moment, au moment où on parle, quel est exactement le moral de nos troupes sur le terrain? Vous avez très bien touché le cœur du problème, la ressource humaine. Les hommes déterminés. Il ne s'agit pas juste de payer de l'équipement, il faut des hommes déterminés. Et si vous remarquez, nous sommes en train de construire une armée de qualité. Et il n'est pas rare que souvent, lorsque nous jugeons qu'un chef d'élément ou bien une unité a failli à sa mission, qu'on les radie et qu'on les poursuive. C'est arrivé plusieurs fois et ça continuera comme ça. Si vous êtes engagé pour être militaire, vous devez accomplir la mission parce que la mission est sacrée pour nous. Et l'autre chose, c'est que malgré la pression, malgré les défis, les hommes continuent de se battre et ils sont très résilients. Si aujourd'hui vous attrapez un soldat burkinabé et le demandez, est-ce que vous voulez que d'autres personnes viennent se battre à votre place ou viennent vous aider? Ils vous diront jamais, ils préfèrent mourir. C'est à ce niveau que vous jaugez leur morale. Ils sont prêts, toujours prêts, malgré la situation. Peu importe la bataille qu'on perdra, on va toujours maintenir le terrain. C'est ça qui est très important dans le mental des soldats. Donc, le moral est au top. Les gens n'espéraient pas être à ce niveau d'équipement, ils y sont, donc ils se donnent à fond. Et moi, je ne peux que féliciter et remercier tous ceux qui se battent. C'est très important. Alors, Monsieur le Président, dans votre argumentaire, vous parlez d'une guerre qui prend différentes formes, qui mue. On se demande, on se pose toujours cette question 10 ans après,
qui attaque le Burkina Faso? Ce n'est pas du terrorisme seulement. C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. C'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendants, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Monsieur le Président, vous venez de le dire, on parle de sécurité et de défense du Burkina Faso. Venons-en à votre sécurité personnelle. Vous venez de l'évoquer il y a un instant, la pression est énorme, elle est grande, le danger vient de partout. Monsieur le Président, rien qu'en 2025, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont été déjouées. Monsieur le Président, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur? Merci, je pense que c'est la seule force que j'ai. Je n'ai pas peur. Parce que j'ai confiance en vous tous. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir confiance au peuple, parce que c'est le peuple qui nous a confié cette mission. Et j'ai confiance au peuple, qu'ils comprendront. Et voilà pourquoi on n'hésite pas aussi à être devant le peuple, pour leur expliquer la situation et leur dire ce qu'il y a. Et ça permet de garder une très bonne relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a une mentalité qu'il fallait développer au sein même de nos forces. Ça, c'est très important. Actuellement, cette mentalité-là, les gens comprennent pourquoi ils se battent. Vous prenez, il y a quelques années de cela, plusieurs officiers sur le terrain ne savent pas pourquoi ils se battent. Mais si nous savons pourquoi nous nous battons, qui nous avons en face et pourquoi il y a cette pression, les gens comprennent mieux. Et voilà pourquoi nous avons même créé tout de suite l'Institut, l'école supérieure militaire, pour que nous puissions former nous-mêmes nos militaires et les mettre ce que nous voulons dans la tête. Retenez une chose, si vous laissez vos forces être formées par d'autres puissances, ils les mettent dans leur tête ce qu'ils veulent. Ils les endoctrinent comme ils le veulent et c'est plus facile de les manipuler. Mais ici au Burkina actuellement, c'est ce qui fait mal d'ailleurs à beaucoup de puissances impérialistes. Ils n'arrivent pas à pénétrer notre armée. Tous ces bataillons qui ont été créés, tous ces hommes qui sont là, personne n'est venu d'ailleurs les former. Nous sommes bâtis sur notre expérience terrain et nous les avons formés. J'ai personnellement participé à des entraînements de certaines forces au tout début. Donc ça, c'est déjà une deuxième force. Et l'autre force est que si vous avez une mission, un objectif pour votre pays, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, vous hésitez. Si vous hésitez, vous compromettez. Et une fois que la compromission est là, vous êtes foutu. Vous avez tout à l'heure énuméré un certain nombre d'éléments qui font que vous êtes rassuré. J'insiste parce qu'il y a l'histoire aussi. C'est l'histoire qui nous conduit. Ces forces impérialistes, elles sont réelles. En 1961, elles ont eu la peau de Patrice Lumumba en RDC. En 1972, elles ont eu la peau de Kwame Nkrumah d'une autre manière. Et puis en 1987, elles ont eu la peau de Thomas Sankara, toujours avec des ennemis internes et parfois avec la complicité de certains voisins. Vous savez ce qu'on dit, Monsieur le Président, le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est de rester en vie pour continuer le combat. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez rassurer toutes ces personnes, tous ces hommes, ces femmes d'ici et d'ailleurs qui commencent à espérer que vous allez rester en vie? Ils manipulent toujours de l'intérieur, nous sommes très bien conscients. Et aussi un devoir pour nous, c'est de participer à notre propre sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui de dire que je suis chef d'État et voilà, je confie la sécurité juste à des gens. Non, tout le monde participe, moi-même je participe. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas juste une affaire de ceux qui sont à côté de moi, c'est une affaire de tout le peuple. Et la sécurité, ce n'est pas une affaire d'hommes de tenue et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est tout un ensemble. C'est aussi des comportements, des manières de vivre. Il faut éviter beaucoup de choses que peut-être des erreurs ont été commises dans le passé. Nous avons lu beaucoup sur tous ceux dont l'impérialisme a eu la peau et nous avons appris beaucoup de leçons. Voilà pourquoi on dit on ne laissera pas les choses se répéter. On anticipera, quitte à ce que les gens interprètent comme ils veulent, on va anticiper. Mais parce que nous avons compris le message, l'espoir qu'il y a, on fera tout pour anticiper toujours les actions de l'impérialisme. Alors,
Monsieur le Président, du regard de la journaliste que je suis, je me dis qu'il y a un encerclement des pays de l'AES. Quand je regarde un peu en Côte d'Ivoire, il y a un camp militaire à Odiéné, près du Mali et du Burkina. Le Sénégal installe des unités à la frontière avec le Mali, sans oublier également le Bénin qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que, Monsieur le Président, vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Je pense que quand vous décidez de faire la révolution, il faut vous apprêter à cette adversité. C'est une logique qu'ils nous encerclent. C'est logique qu'ils essaient de nous faire tomber. C'est logique. C'est comme je dis, c'est une bataille. Ils se battent pour leurs intérêts. Et c'est à nous, si on a décidé de faire la révolution, de tout mettre en œuvre pour que cet encerclement soit vaincu. Vous voyez, l'Afrique, on a l'habitude de ne pas avoir d'abord une armée forte. Il n'y a pas d'État s'il n'y a pas d'armée forte. Mais bon, c'était le système. Comme je l'ai dit une fois aux couleurs, ils sont venus nous flatter. Non, il ne faut pas vous armer. Même dernièrement, je pense qu'il y a dans une interview un général américain qui l'a dit encore que nos pays n'ont pas besoin d'être militarisés. C'est leur conception. Nous sommes comme des enfants, c'est eux qui doivent venir s'asseoir, faire la sécurité pour nous. Et beaucoup de pays sont dans cette situation. Ils ne construisent pas d'armée. Et quand la situation arrive, c'est le chaos. Nous sommes en train de construire une armée forte. Voilà pourquoi j'ai dit on se bat en burkinabé et on se forme en burkinabé. Ça, c'est très important. Avant, c'est quoi? Chaque fois, les forces étrangères, tout le monde vient pour former vos soldats. On vous prend comme des moins que rien. Aujourd'hui, beaucoup de forces étrangères cherchent à venir s'entraîner avec nous. Vous n'allez pas imaginer. Les plus grandes puissances cherchent à venir s'entraîner avec nos soldats. Mais ce n'est pas juste l'entraînement. Ils veulent apprendre comment on fait, comment on procède, qui nous entraîne. Mais personne aujourd'hui ne sait comment les birs sont formés, comment on les entraîne, comment on les équipe. Pourquoi nous on croit que c'est les autres qui doivent venir nous former? Ils n'ont pas créé quelque chose. Ils ont réfléchi, nous sommes dotés de cerveau. Donc il faut une armée puissante pour faire face à l'adversité. Ils vont continuer à nous encercler. Parce qu'il y aura toujours en Afrique des États comme ça, des chefs d'État comme ça qui vont autoriser. Parce qu'ils ont les mains liées, ils trahissent toujours, ils vont accepter toujours que les impérialistes viennent chez eux pour attaquer leurs propres frères. Ça, si vous acceptez la révolution, vous devez partir avec ce concept. Ça va exister. Donc on n'y peut rien, on fait avec, mais c'est à nous de nous préparer pour que l'encerclement soit nul, qu'ils ne puissent jamais atteindre leur objectif. C'est tout. Donc on fait avec. Tout récemment, la CEDEAO a tenu un forum des chefs d'état-major général des armées d'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso n'y étaient pas, mais le Niger, si. On sent un manque de solidarité, vous qui êtes au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, pas un manque de solidarité. Retenez que c'est une confédération, ce n'est pas une fédération. Sur certains aspects, on fait beaucoup de choses, en tout cas en tandem, mais dans la charte, il est dit que des pays peuvent décider des relations et de ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas dire à tel pays de ne pas collaborer avec tel pays, non. On n'est pas à cette étape d'abord. On est en train de consolider la confédération sur les aspects, un bon nombre d'aspects de développement, de défense et de diplomatie. Et après, on va passer à la fédération. Ce sont des étapes. Donc, le Niger peut participer à des rencontres. La confédération, on ne se ferme pas. On fait des ouvertures, on côtoie tout le monde. Nous sommes très panafricanistes. On est vraiment ouverts à l'intégration, à tout ce qu'il y a, mais avec des principes. D'accord. Comme il s'agit de défense et de sécurité, on vous laisse une dernière question. Merci Sagnon, mais la question que je vais poser, pardonnez-moi, ne fait pas partie de la défense ni de la sécurité, mais de vos relations avec nous, les médias. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un problème particulier avec les médias, donc avec nous les journalistes? Je dis cela parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un malentendu. Je parle des médias nationaux, pas des médias internationaux dont certains sont tombés dans la poubelle depuis un certain moment. C'est un fait. Et pas des médias nationaux. On a l'impression qu'il y a eu un malentendu au début et il y a quelque chose, un brouillard comme ça qui est là. Comment vous analysez la situation, Monsieur le Président? Vous savez que je ne suis pas hypocrite. Il y a eu un malentendu. Il y a eu un brouillard au début. Mais aujourd'hui, je dois dire que je félicite beaucoup de médias pour leur travail professionnel. Il faut éviter de suivre le travail de l'impérialisme. Certes, beaucoup parmi vous ont été formés par eux, hein,
C'est ça, vous avez été à l'école du blanc, comme on aime le dire. C'est eux qui vous ont formé au journalisme. Donc moi, je ne vous en veux pas souvent quand les gens essaient de se comporter comme eux. Mais je parle pour que les gens prennent conscience qu'il s'agit de notre patrie. Regardez ce matin, par exemple, lisez les titres des journaux en France. Ils vous diront peut-être il y a une mobilisation pour mettre la pression sur le Premier ministre. Il y a ici. Ils ne vous diront pas qu'il y a eu une marche contre le pouvoir ou quelque chose. Mais si c'était au Burkina, vous direz qu'il y a une marche contre le pouvoir. Vous comprenez? Les Français nous appelaient, ils continuent de nous appeler putschistes, juntes et quoi. C'est du français. Mais des journalistes nous appelaient aussi putschistes, juntes ici. Pourquoi suivre les yeux fermés? C'est de l'esclavage toujours. Moi, je veux qu'on quitte cela. Chaque État doit se battre pour ses intérêts. Les journalistes se battent pour leurs intérêts. Pourquoi nous, on ne doit pas se battre pour nos intérêts en Afrique? Donc c'est ça, ce n'est pas uniquement les journalistes. Mais j'en viens à certains intellectuels qui sont sur les plateaux de télé en Afrique aussi. Quand ils prennent la parole, vous posez des questions, mais est-ce qu'il est africain? Ou bien génétiquement, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas avec nous. C'est une réalité. Un retard. Oui, il faut se décoloniser les mentalités, les manières de faire. Chacun doit se battre pour sa patrie. Vous pouvez avoir une information qui est peut-être vraie et juste, mais vous décidez de ne pas sortir l'information. Parce que ça peut porter préjudice à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion, et ainsi de suite. Ça, c'est une décision souveraine, parce que vous voulez préserver votre pays. Mais on ne dit pas seulement dès qu'il y a une information, il faut la sortir. Non, ce n'est pas comme ça. Et très souvent, les journalistes, comme on aime le dire, le train qui vient à l'heure, ça ne les intéresse pas. C'est le train qui est en retard. Vous le savez, Monsieur le Président. Donc, vous nous comprenez de temps en temps. Ah oui, mais il faut éviter ça. Moi, je veux maintenant que vous vous intéressez au train qui vient à l'heure. D'accord. Je voudrais vous laisser avec une phrase qui est la devise d'un grand club européen. C'est celle-là: notre maillot peut être tacheté de sang, de boue et de sueur, mais jamais de honte. C'est tout ce que je vous souhaite, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci grandement. Nous abordons donc le volet politique et société de cet entretien et nous recevons pour cela Mathieu Somda de Radio Burkina et Colette Kombari de la télévision Impact TV. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez également de 20 minutes pour échanger avec le chef de l'État sur la rubrique politique et société. Excellence, Monsieur le Président, 30 septembre 2022, 30 septembre 2025, bientôt 3 ans de gestion du pouvoir d'État. Quel bilan d'étape faites-vous en termes de mise en œuvre de votre vision et de votre orientation politique à travers la révolution progressiste et populaire? Il faut dire que nous avons pris le pays sur le volet sécuritaire avec une situation, mais aussi sur le volet économique, politique avec une autre situation. Retenez qu'il y avait beaucoup de réformes à faire. Tellement de réformes qu'on ne pouvait pas les énumérer en un coup. Et donc, nous avions une idéologie que nous avons commencé à mettre en œuvre, la révolution, jusqu'en avril dernier où on l'a proclamée officiellement. Et qui dit révolution, il s'agit de révolutionner tous les domaines de notre vie. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose qui se passait et espérer avoir un autre résultat. Si nous étions dans la continuité, je pense que c'est mieux qu'on laissait les politiciens continuer leurs choses, mais nous avons voulu rompre. Et la rupture nécessite beaucoup d'engagement. Dieu merci, le peuple a compris, les gens ont compris qu'il fallait rompre. Que ce soit en termes de comportement, de pratique, que ce soit en termes de gouvernance, que ce soit en termes d'économie, de commerce et tout ce qui va avec. Et tous les jours, je peux vous dire qu'on continue de découvrir. Parce que le système qui était en place, et moi j'aime caricaturer pour dire que c'est comme un gros nœud que nous avons trouvé. Quand vous défaites un autre apparaît. Quand vous défaites un autre apparaît. Donc il y avait beaucoup de maux dans notre société que nous sommes actuellement en train de résoudre. Et Dieu merci, je peux dire que plusieurs choses ont été lancées. Et le bilan, pour moi en tout cas, c'est satisfaisant, même si je pense qu'on peut faire encore plus d'efforts. Voilà. Et si vous souhaitez, domaine par domaine, vous pourrez me poser des questions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été entamées.
Excellence, la révolution populaire progressiste, il y a eu des explications certes, mais des Burkinabés veulent davantage comprendre quel est le contenu de cette révolution. Le contenu exact, comme je l'ai dit une fois, je ne le dirai pas. Si vous permettez à tout le monde de connaître les détails de ce que vous voulez faire, on peut anticiper sur votre action. Mais nous avons dépeint voilà, les gros points pour que les gens puissent comprendre où nous allons. Alors, si vous remarquez, dans le modèle même de gouvernance, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, il y a d'abord l'exemple que les gouvernants doivent donner. Et comme je dis, vous ne pouvez pas être là, une catégorie de Burkinabés, parce qu'on vous a confié des postes. Vous, c'est le choix entre les bons whisky et les bons champagnes, pendant que des femmes meurent en allant chercher l'eau à la rivière, elles se noient ou quelque chose, ce n'est pas possible. Donc il y a cette idéologie-là qu'il faut avoir pour pouvoir avoir une société de justice. Tout le monde doit pouvoir avoir accès, par exemple, à l'eau potable. Vous ne pouvez pas, vous, manger comme vous voulez, faire le choix des repas et jeter ce que vous voulez à la poubelle, pendant que d'autres ne peuvent pas avoir un seul repas. C'est ce qui nous a amené à lancer des initiatives dans l'agriculture, par exemple, parce que notre population est en majorité agricole. Mais pendant longtemps, on se rend compte qu'ils sont délaissés. Ce n'est pas nos terres qui sont pauvres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de travailler. Mais il fallait les donner aussi ce souffle-là, ce qui nous a amené à créer des initiatives. Aujourd'hui, je pense que le plus important pour moi, lorsque vous rentrez dans les campagnes et que vous posez des questions aux cultivateurs, ils peuvent vous dire que franchement, voilà, ils se sentent bien maintenant. Ils cultivent, il a de quoi se nourrir, et le surplus, il le revend généralement à la SONAGES qui paye, qui fait un stock de sécurité. Et lorsque dans certaines zones ou dans certaines périodes, il y a des soucis, ils le ressortent, ils le vendent à prix bien subventionné, accessible de tous. Donc ça, c'est très important. L'idéologie de révolutionner beaucoup de domaines, quand on prend le domaine même des finances publiques, alors on est en train de digitaliser beaucoup de paramètres, avec beaucoup de difficultés, parce que les gens n'aiment pas ça. Bientôt, par exemple, on va lancer la facture électronique. Déjà, quand on a émis l'idée, mais beaucoup de grands opérateurs sont opposés à cela. Pourquoi ils ne veulent pas la transparence? Parce qu'on a habitué les gens à la tricherie, à voler. C'est comme une norme. C'est ce qui était installé, donc il faut changer tout ça. Sur le plan des infrastructures et beaucoup de choses, le domaine des marchés publics et tout ce qui va, c'était d'ailleurs le domaine le plus corrompu. Voilà, vous êtes un entrepreneur, vous venez nous voir, on vous donne le marché, vous surfacturez, et après on se donne quelque chose à l'arrière. C'est ça la règle d'or. Et donc quand quelqu'un même vient avec cette idée, vous êtes exclu d'office. On ne vous permet pas. Et si on laissait continuer dans cela, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. On ne pourrait pas payer des armes, parce que, comme je l'ai dit, si vous ne faites pas des économies d'échelle, vous ne pouvez pas vous équiper. Vous ne trouverez pas une seule banque dans le monde où vous partirez prendre un prêt pour payer des armes. Ça n'existe pas. C'est avec vos fonds propres que vous pouvez vous équiper. En tout cas, nous, on n'a pas eu cette occasion. Et si quelqu'un en connaît, peut-être qu'on est preneur. Et tout ce qu'on est en train d'acquérir, je vous ai dit une fois le montant, ce sont des milliards de dollars. Hein. Comment on fait? Où on a puisé l'argent? Mais cet argent était là. Il fallait assainir le domaine des finances, le commerce et tout ce qui va avec. Et le fonctionnement de nos sociétés d'État, vous avez pu remarquer cette année les résultats de 2024 qui sont au-delà. 2025 est encore meilleur que 2024. Je prends le domaine des hydrocarbures où dès 2023, nous avons fait d'énormes progrès. Avant, c'était des subventions de l'État. Ça veut dire qu'on collectait encore des impôts pour subventionner la société, pour payer le surplus, le manque à gagner et tout ça. Mais maintenant, la société n'est plus dans cette situation. On a épongé toutes les dettes de la société et elle commence à faire des marches. Mais c'est parce qu'il y avait la corruption dans le milieu. Donc il y a tellement de situations, je ne peux pas tout citer. Et donc il faut révolutionner ce domaine aussi par la digitalisation et tout ce qui va avec. L'administration en gros, tout est en train d'être digitalisé pour que les gens n'aient plus accès à l'argent liquide qui circule et que les choses soient transparentes. Vous qui demandez le service, vous savez à quoi ça correspond et vous savez où votre argent part. Les infrastructures, vous êtes témoins aussi, qui sont vraiment un problème crucial. On est en train de révolutionner tout. Donc c'est l'esprit comme ça, de changer de paradigme, faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc comprenez ça par cette phrase. Excellence, Monsieur le Président, on est entré dans la révolution progressiste et on y va.
mais il y a cette tranche de la population, le politique, qui œuvrait avant. Quelle peut être la place donc de ce politique actuellement dans cette révolution? Je ne vais pas être hypocrite encore. Si c'est cette mentalité politique, ils n'ont pas de place dans la révolution. C'est opposé. Regardez comment le Burkinabé était. Puisque pendant 27 ans, plus de 27 ans de règne de Blaise et même le pouvoir du MPP, ça continue dans la même politique. Et cette politique, notre génération est née dedans. Donc on est né et les gens ont grandi avec une mentalité. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir accès à certains services. Ce qu'on appelle les deals. Tout le monde a évolué avec cet esprit de deal, de corruption, de tout. C'est dangereux, mais c'est la politique qui a mené ça. Parce qu'il y a des entrepreneurs politiques, vous avez entendu parler de ça. Les jeunes qui se lèvent parce qu'ils savent parler, ils savent flatter. Et c'était quoi la politique? C'est quoi la politique en Afrique? Il faut dire la vérité. Quelqu'un qui a l'art de mentir, de tromper, de flatter. Vous voyez tous les vices. Si vous regroupez tous les vices, vous êtes un bon politicien. C'est la réalité. Nous, au village, quand on voit quelqu'un qui est un trompeur, il ne dit pas la vérité, on dit, lui, là, c'est un politicien. C'est comme ça qu'on disait. Donc, il faut que cette mentalité change. Beaucoup ont changé. Beaucoup ont compris, ont changé et marchent avec nous. Maintenant, ceux qui veulent rester dans leur radicalisme politique ancienne, là, ils n'ont pas de place. Ça, on ne va pas se mentir. Sinon, qui ne faisait pas la politique au Burkina? Mais c'est le même peuple. Mais c'est parce qu'on a parlé, ils ont compris, et par les actions, ils voient, ils ont compris, que les gens commencent à changer de mentalité. Et nous voulons changer définitivement les mentalités pour que personne ne pense qu'il faut d'abord appartenir à tel parti pour bénéficier d'une route, il faut appartenir à tel parti pour avoir un forage. Non. Tout le monde au Burkina doit bénéficier des bienfaits de la nature du Burkina et du travail du gouvernement. Donc la politique, moi je disais que la manière de la faire, ça divise. Et ça donne des avantages particuliers à un groupe et l'autre groupe n'a pas d'avantage. Donc non, il faut qu'on arrête ça. Donc beaucoup ont changé, il y en a qui sont dans des postes de responsabilité. On nous interpelle même que non, lui là il a milité dans tel parti. Je dis aux gens non, on n'est pas là pour diviser, on est là pour unir. Tant que la personne a compris et veut faire le travail comme on le veut, on le met. Comme il y en a aussi qu'on a responsabilisé à des postes, et 2 mois, 3 mois, vous avez vu qu'on les a cherchés. Parce que s'il vient et qu'il continue de vouloir faire la même chose qu'il faisait, on va te chercher et on va te punir. Donc c'est un changement de mentalité que nous voulons. Tous ceux qui changeront de mentalité sont les bienvenus dans le bateau. Mais si vous voulez continuer à fonctionner comme la politique ancienne, vous n'avez pas de place dans la révolution. Excellence, vous l'avez dit plusieurs fois, il faut de l'ordre et de la discipline pour le développement du Faso. Le recyclage des jeunes a déjà commencé. Comment enrôler les autres couches de la société? Voilà, très bien. Ce programme, c'est un vaste programme que nous n'avons pas voulu détailler. Mais j'en ai parlé une fois lors d'un de mes entretiens, qu'il y a un vaste programme en cours. Il faut commencer. En fait, les jeunes, c'est bien, mais ce n'est même pas eux notre cible, ce sont les plus petits. Les plus petits, c'est eux notre cible. Après la mort de Sankara, vous avez suivi, on a cherché tous les travailleurs des garderies. Certains même sont décédés, malheureusement. Mais les garderies se sont fermées. C'est le privé peut-être qui se débrouille, qui ouvre quelques maternelles et tout. Et bon, l'école est devenue autre chose. Vous savez, si vous voulez une société qui va être combative et compétitive demain, il faut miser sur les enfants. Aujourd'hui, moi j'ai séparé les 2 ministères pour que le ministère de l'enseignement de base prenne en compte ce volet. Vous voyez, on a lancé dans le concours normaux beaucoup de recrutement pour l'encadrement de la petite enfance. Mais on vient de lancer encore de manière exceptionnelle ceux qui ont déjà été formés, qu'on veut recruter pour que cette année, on commence un certain programme. C'est eux la cible. Et on va y arriver. Nous avons un programme pour qu'on puisse commencer une certaine éducation patriotique, civique au niveau des plus petits. Et une fois que c'est ancré là-bas, nous avons de bons citoyens demain. La jeunesse aussi, on le fait avec. Les bacheliers, on les a fait rentrer en immersion. Ils avaient peur au début, mais je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils doivent être plus solidaires, humbles. Ils doivent comprendre le Burkina. Parce que quelqu'un qui est né, excusez-moi, à Ouaga 2000 ici, qui est dans... Voilà, il dort dans le lit qu'il veut, il se plaint même que le matelas n'est pas bien.
Le matin, il a le choix du petit déjeuner, ce qu'il veut. À l'immersion, il dort par terre, sur la natte. Il comprendra qu'il y a d'autres Burkinabés qui dorment par terre. À l'immersion, il n'a pas le choix du petit déjeuner. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il mange ce que les autres mangent. Déjà, dans sa tête, il comprend qu'il y a deux faces du Burkina Faso. Et j'ai dit à l'immersion de les priver. Il y a des jours où ils auront 2 repas, des jours 1 repas et des jours sans repas. J'espère qu'ils l'ont fait. C'est pour qu'ils comprennent la vie. On est jeune, mais si on a atteint cet âge et qu'on n'a pas compris qu'il y a plusieurs types de Burkinabés, c'est dangereux. Il faut que les jeunes comprennent qu'il y en a qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas. Et quand lui va dormir avec la faim, toute une journée, il n'a pas mangé, vous croyez que si demain, on le confie une responsabilité, il va toujours avoir en tête, ah, si moi je dilapide l'argent et qu'il y en a qui n'ont pas à manger, c'est la conscience qui va le gronder. Donc ce sont des épreuves qu'on les fait faire. C'était 45 jours que j'avais programmé, mais à cause des inscriptions, j'ai dit de faire 30 jours. Mais les prochaines échéances, j'espère qu'on ira à 45 jours. Donc les futurs bacheliers et brevetés doivent se préparer à affronter ça. Et le programme va continuer à s'enrichir, c'était la première expérience. Mais nous espérons pouvoir changer, même les jeunes, leur mentalité. Et, Excellence, en Conseil des ministres, la décision de réformer la loi agraire et foncière, le statut des chefs coutumiers et traditionnels avait été adopté. Quelles sont les motivations? La réforme agraire était nécessaire. Vous savez combien de conflits sont nés dans cette question de terre? Il y a des villages qui se sont machetés, des familles se sont divisées à cause de la question des terres. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mais si vous hésitez, parce que vous avez peur de déclarer ça, que des gens vont se sentir frustrés ou pas, c'est pourquoi la révolution est la bienvenue. Il faut décider à un moment donné d'arrêter tout ça. Il y avait combien de promoteurs immobiliers au Burkina en 2010? Je ne pense pas, ça ne vaut pas une vingtaine. Subitement, en 2015, on en a plus de 200. Ils ont payé les terres partout, ils partitionnent, ils vendent, ils revendent, ils ont pillé les terres et c'est dangereux. Actuellement, nous avons une application CICAD qu'on vient de lancer, on est en train de réenregistrer, mais ce qui se passe est terrible. Même les parcelles dans les villes, les gens vendent et revendent à plusieurs personnes parce que ce n'était pas digitalisé. C'est un gros registre. Vous pensez que quelqu'un peut fouiller les registres, voici le numéro de la parcelle appartient à telle personne, donc toi tu es allé acheter, c'est pas... Donc il y a beaucoup de doublons et ça crée des conflits. Et pendant que ces politiciens-là faisaient ça, ils sont là dans des conférences, des trucs, que cohésion sociale. Vous ne pouvez pas faire de cohésion sociale en divisant les gens sur la terre. Voilà pourquoi on a décidé de prendre nos responsabilités, d'arrêter ce massacre-là. Et voilà, la terre appartient à l'État. Et désormais, on fera tout pour équilibrer au maximum la situation et que les gens ne se sentent pas lésés. Pour la chefferie coutumière, c'est pareil. Cette loi est là il y a longtemps. Hein. Il y a très longtemps, selon ce qu'on m'a dit, mais personne ne veut. Mais nous avons décidé de mettre la main à la pâte, regarder, parce que la chefferie coutumière, pour moi, ils doivent être respectés, ils doivent être écoutés, ils doivent être ceux-là qui travaillent pour la cohésion sociale. Quand ils parlent, quand il y a un conflit, il y a une situation conflictuelle, ils doivent parler, pouvoir rassembler et que leur voix doit porter. Donc il y a un certain nombre de privilèges, si je peux dire, qu'on a mis autour, des symboles dans la nation qu'on a mis autour pour que les gens les respectent. Qu'on le veuille ou pas, on les respecte et qu'eux-mêmes, ils imposent le respect. Parce que dernièrement, les politiciens les avaient détournés. Beaucoup, aujourd'hui, regrettaient avoir marché aux côtés des politiciens. Il y a des villages où les gens sont divisés, les gens ne respectent plus les chefs. Mais avec cette loi, en tout cas, qu'on a amenée à la LT, nous avons essayé d'élaguer beaucoup de choses pour que leur respect dans la société puisse être réinstauré. Et ça, c'est très important. Excellence, la lutte contre le terrorisme affecte notre tissu social avec des soupçons d'exaction communautaire. Le vivre ensemble est menacé par endroits. Comment amener les Burkinabés à renouer avec les valeurs cardinales telles que la solidarité, le civisme et la cohésion sociale? Je pense que ces valeurs sont en train de revenir toutes seules. Au contraire, la guerre a forgé aussi à ce que les gens comprennent beaucoup de choses et les gens commencent plus à s'unir. Vous savez, les inégalités sociales créent plus de problèmes de cohésion sociale que le terrorisme. Il y avait trop d'inégalités sociales. Je disais à certains, écoutez, vous avez mangé à votre faim, vous allez vous asseoir comment avec elle qui n'a rien mangé
pour parler de cohésion sociale. Ce n'est pas possible. C'est la même situation que je vous ai pris tout de suite. Il faut essayer au maximum de mettre les gens à un certain niveau, tant qu'il y a la richesse, que ce soit bien réparti. Ça, c'est le premier pas. Les cas d'exaction et tout ce qu'il y a, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui ont donné des allégations. C'est dernièrement, quand on a vu le cas à Solenzo, ils ont sorti des images, parlé. On n'a rien dit, on s'est calmé. Quand ils ont fini de chanter, on a montré les civils qu'ils disaient que les forces ont tués ont été transportés jusqu'à Ouagadougou ici, mis en sécurité. Ah, si on les a tués, pourquoi ils sont à Ouagadougou? Comment ils se retrouvent à Ouagadougou? Souvent, c'est fait à dessein. Ils inventent tout ce qu'ils veulent inventer avec leurs ONG, leurs médias et tout. Mais on laisse, quand ils finissent, on montre la vérité. Voilà. Les terroristes ont pris des civils comme boucliers humains, certes, mais les forces ont pu faire la distinction. Et après le combat, ils ont rassemblé les civils à Solenzo. On a dépêché les moyens nécessaires pour les transporter, venir. Et ils ont été présentés devant tout le monde. Ce sont des centaines de civils. Ils ont témoigné. Donc, il faut qu'on fasse attention aux récits de certaines personnes qui veulent juste développer des thèses. Et leur objectif, c'est de nous diviser. Mais nous, on ne doit pas tomber dans ce piège-là. Voilà. Excellence, on a constaté cette année une reprise du dialogue social entre le gouvernement et les syndicats après plusieurs années d'interruption. Quel message donc renvoie votre gouvernement avec ses partenaires sociaux quand on sait que la situation était tendue entre le gouvernement et les syndicats? Comme c'était tendu entre le gouvernement et les journalistes. Il faut que chacun comprenne qu'il faut se battre pour sa patrie. Nous avons fait comprendre aux gens. Vous savez, moi j'ai parlé avec les responsables syndicaux. Je les ai réunis ici, je les ai parlé à un moment donné de notre histoire. Mais j'ai été déçu après. Donc je les ai dit, soit vous êtes burkinabé ou vous n'êtes pas burkinabé. Donc le bras de fer s'est enclenché. Mais après on a décidé de les revoir parce qu'on suppose qu'ils ont compris le message. Et même ça, je ne vais pas mentir, quand ils sont venus, ils ont voulu encore comprendre et sortir certains comportements, les faire comprendre, ça ne marche pas. Le pays est en guerre, il faut tout faire pour le pays. Ce syndicalisme importé là, ce n'est pas du syndicalisme ça. Il y en a même qui se vantent d'avoir participé à la chute de Sankara. Et c'est eux qui ont tout commencé, ainsi de suite. Vous croyez que c'est bien ça? Les Occidentaux vous manipulent et vous continuez à agir comme eux ils veulent. Ça, ce n'est pas du syndicalisme. Un syndicaliste se bat pour les intérêts des travailleurs. Mais la plupart du temps, ce que les responsables même veulent, c'est venir manger avec le pouvoir. Et les gens se taisent. Non. Écoutez, nous, on a beaucoup de dossiers sur beaucoup de personnes, pas seulement les syndicalistes. Hein. Dans la société, on a beaucoup de dossiers. Les gens qui nous ont approchés au début, qui ont voulu des avantages, qui ont voulu quoi, qu'on a refusé, qui s'y retournent, qui sortent, qui parlent. On a leur dossier. Donc, syndicalisme sain, il y a beaucoup d'actes que l'on a posés. On n'a pas attendu que les gens sortent dans la rue pour marcher, pour le poser. Quand j'ai parlé des travailleurs des garderies, là, ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous dire qu'il y a des travailleurs qui avaient été cherchés, il faut les remettre dans leurs droits. On a vu un dossier et qu'on a trouvé qu'il faut les remettre dans leurs droits. On a dit au ministre des Finances, trouve l'argent nécessaire pour régler. Les gens de la mairie, des gens de la brigade verte, là, ceux qui travaillent, mais ils avaient combien de mois d'arriérés? C'est pour ces intérêts-là, ces gens-là qui n'ont pas de travail, pour que les gens ne se battaient pas pour ça avant. Mais on n'est pas venu vers nous pour nous dire. Moi, les femmes balaient devant chez moi, c'est un de mes hommes qui est sorti une fois, ils ont dit, ah, ça fait des mois, ainsi de suite, leur travail. Je me suis renseigné, on m'a dit, c'est vrai. J'ai dit de les payer. Il faut rattraper tout ce qu'ils ont raté. Il y en a qui avaient des dizaines de mois d'arriérés de salaire. On a sorti le dossier et on a décidé de rattraper tout ça. Donc, il faut qu'on fasse du syndicalisme sain. S'il y a un problème, qu'on nous approche et qu'on nous explique. Si on peut résoudre, on vous dira on peut le faire. Si on ne peut pas, on vous dit bon, pour l'instant on ne peut pas, mais on pourra le faire dans tant de temps. Mais il y a un problème, on rassemble les médias, on parle comme on veut. J'espère qu'ils trouveront la solution avec vous. Sinon, si après ça, vous ne venez plus vers nous. Moi, je veux qu'on travaille en africain. Quand il y a un problème dans la maison, on s'assoit, on parle, et nous, on se doit d'être véridique. Ce qu'on peut faire, on doit dire clairement, on peut faire ça. Ce qu'on ne peut pas faire, on vous dira aussi on ne peut pas. Maintenant, si vous ne voulez pas, chacun fait ce qu'il peut faire. Mais il faut qu'on soit responsable,
il n'y a pas de problème qui ne puisse pas se résoudre. Et comme je dis, toujours agir avec en tête l'intérêt de la patrie. Ça, c'est très important. Donc, on a repris le dialogue comme on reprend avec tout le monde. On n'a pas rompu le dialogue avec qui que ce soit. Tout le monde est la bienvenue. Merci, chers confrères. Le temps imparti donc à cette rubrique est arrivé à échéance et même largement dépassé. Nous disons merci donc pour cette série de questions consacrées au volet politique et société. Monsieur le Président, les préoccupations relatives à l'économie et au développement sont portées par Soumaïla Rabo de Savane Média et Jean-Marie Toé des éditions Sidoya. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez également de 20 minutes pour vous adresser au chef de l'État. Bonsoir, Monsieur Sayon. Monsieur le Président, malgré la crise sécuritaire et la conjoncture internationale, l'économie burkinabé se porte bien. Avec 1,5 de progrès sur le taux de croissance économique en 2024. On sait que l'amélioration de la situation sécuritaire y est pour beaucoup, mais aussi l'agriculture et le secteur des services. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement dans l'immédiat pour permettre à l'économie nationale de continuer sur cette lancée? D'accord, merci. Je vois que ce sont des chiffres macroéconomiques. Et nous sommes au courant et on fait le point constamment avec le ministre des Finances. Il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai qu'il y a des zones qui ont été sécurisées qui nous permettent de produire. Et donc la production agricole a beaucoup grimpé, ce qui permet une transformation au niveau des petites unités que nous avons, mais aussi de l'exportation pour les excédents de certains produits. Donc ça contribue beaucoup à la balance commerciale. Il y a aussi la question même de l'exploitation minière. Donc il y a un certain nombre de mines qui avaient arrêté l'exploitation, si vous vous souvenez, d'autres en 2020, d'autres en 2018 même, mais qui ont repris aussi. Et tout ça, ça contribue donc à cette croissance-là. Et nous poursuivons dans ce sens. Et actuellement, si vous voyez par exemple le secteur minier, la tendance du gouvernement, c'est d'exploiter notre or nous-mêmes. Donc il y a des mines qu'on vient de reprendre le contrôle, et on continuera à reprendre le contrôle petit à petit, ou à co-exploiter avec les sociétés qui sont déjà là. Parce que la règle, c'était quoi? Quelqu'un vient, il prend le permis, il l'exploite, 10% au gouvernement et le reste, c'est pour lui. Et d'ailleurs, 10%, on n'a pas de contrôle. Donc tout ça, actuellement, on est en train de reprendre le contrôle vraiment pour s'assurer qu'est-ce qu'il sort de notre sous-sol et prendre aussi une part importante. Donc tout ça contribue donc à la croissance économique, vu aussi les initiatives qu'on a lancées dans le domaine agricole. Beaucoup d'autres spéculations ont été donc financées et ça permet en tout cas une bonne croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est quand souvent le ministre des Finances apporte les chiffres, il dit bon, c'est très bien, mais j'envoie quelqu'un, va au marché, tu vois, ce qu'on appelle Anampa Moré. Ça coûte combien une boîte de maïs, ça coûte combien une boîte de mil. Et va aussi dans tel, je prends les informations. Si le coût a baissé, on sait qu'il y a un impact sur la population. C'est ça qui est le plus important. Donc ce travail, on le fait constamment et les services de renseignement même sont mis à contribution pour qu'on ne dise pas un chiffre macroéconomique qui a une croissance de 1,5, mais qu'il n'y ait pas d'impact au niveau donc, des couches vulnérables surtout. Donc on continuera cette progression s'il plaît à Dieu. Monsieur le Président, si la volonté c'est de soulager davantage le panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat du consommateur, peut-être faut regarder du côté de la SONABI, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, que vous avez trouvé déficitaire en fin 2022 et qui est aujourd'hui pratiquement surliquide, parce que c'est la championne des sociétés d'État. C'est la moitié des bénéfices de 2024 réalisés par les sociétés d'État. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant diminuer le prix du carburant? D'accord, merci. Je pense que c'est une question que les gens peuvent se poser. C'est très bien, on a fait des progrès, mais quand est-ce qu'on a équilibré et qu'on a commencé à avoir des bénéfices? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est très important à comprendre. Et l'autre chose, c'est que est-ce que ces bénéfices ne participent pas à quelque chose d'autre au profit donc, des populations? Je prends un exemple. On est en train de créer des brigades de construction des routes au niveau de chaque région. Vous voyez notre réseau routier?
déjà ce qui est existant est dégradé, même la RN1. Si vous quittez ici jusqu'à surtout la zone de Kokologo et tout ça, c'est carrément dégradé. Ça veut dire qu'on a un besoin important d'investissement donc, dans le secteur des infrastructures routières. Et la SONABI doit participer beaucoup. Je viens de leur confier cette nouvelle mission parce que le carburant qui va ravitailler les différentes brigades, même le bitume et tout ça, la SONABI va devoir s'en charger. Si on baisse, le rythme va baisser. Mais vous voulez qu'on aille vite ou pas? Et il y a aussi une question de, je ne dirais pas de comparaison. Vous voyez, le carburant se retrouve moins cher au Burkina que certains pays côtiers. Nous, on part chercher le carburant là-bas, on fait le transport jusqu'au Burkina, mais c'est moins cher par rapport à ces pays. Vous pouvez expliquer ça? Si on doit monter à leur niveau, on fera beaucoup de marge. Et là même, je peux vous dire qu'on pourra bitumer beaucoup plus de routes qu'on le pense. Mais on garde toujours comme ça parce qu'on veut aller vite. Aujourd'hui, vraiment, il faut remercier le peuple et les amis du Burkina Faso. Beaucoup de gens contribuent, par exemple, la façon Mebo pour embellir les villes, pour faire les routes et tout ça. Mais à un moment donné, le gouvernement aussi, d'abord, a commencé par financer, mais on va devoir financer pour que le rythme continue. Donc, c'est une symbiose entre nous et le peuple. Et je pense que s'ils comprennent l'effort qu'on fait, là où leur argent part, les gens doivent comprendre que bon, on peut rester sur cette ligne. Quand on atteindra un objectif donné, on va pouvoir baisser, ça c'est logique. Personne ne va être riche et vouloir que ses enfants vivent dans la misère, si je peux dire ainsi. Donc les richesses seront partagées, mais nous avons du retard et on doit rattraper le retard. Tout de suite, par exemple, je vous disais qu'on ne peut pas continuer à payer l'équipement militaire, il faut qu'on produise. Et pour produire, vous avez besoin de construire des usines. Vous n'irez pas quelque part demander un prêt pour construire une usine de ce genre ou quoi. Non, personne ne va vous donner ça. Même les équipements qui constituent même l'usine, personne même ne veut vous vendre. Donc ça, c'est à l'interne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On ne vous donnera pas de prêt pour ça. Et regardez tous ces équipements de façon merveilleuse, quoi. C'est combien de milliards? Ce n'est pas le prêt de quelqu'un. C'est l'argent du contribuable. Donc ce sont des choses, nous-mêmes, on a souhaité pour aller vite. Vous croyez que si j'avais un prêt de 200 milliards en 2023, moi, j'équipais tout le Burkina Faso en 2023? Mais personne ne veut vous donner des prêts sur ce volet-là. Donc finalement, c'est l'argent du peuple qui équipe le peuple. Donc il y a beaucoup de domaines, on le fait nous-mêmes. Et donc ça a besoin d'un minimum de sacrifice. Quand on va atteindre le niveau, ne soyez pas surpris. Dès qu'on se sentira que voilà, on peut le faire, on va le faire. Alors, Excellence, dans le secteur des infrastructures, avec l'ONBA, Faso Mebo, tout comme dans les industries avec Faso Kosam, les usines de tomates, la SM Sosico, les mines, l'État est de plus en plus présent. Est-ce que l'État n'est pas en train de se substituer au privé? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, il faut faire un choix. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, il ne faut pas voir ça comme ça. Le privé a toujours des domaines d'activité. Mais il faut avoir cette capacité de s'adapter. Il y a des choses qui doivent revenir à l'État. Mais c'était donné au privé. Pourquoi? Bon, nous, on n'a pas d'élection à financer, on n'a pas de compte à ouvrir ailleurs pour sécuriser quoi que ce soit. Ça ne nous intéresse pas tout ça. Donc, ça fait que nos rapports avec le privé sont de plus en plus sains. Chacun fait ce qu'il doit faire, paye ses impôts qu'il doit payer. Et nous les disons chaque fois de s'adapter. Quand on prend le secteur minier, moi j'ai rassemblé les opérateurs, je les ai dit, investissez dans les mines. Beaucoup n'ont pas compris. Il y a un en tout cas qui a commencé à investir. Et je pense que dernièrement, je l'ai reçu, on a dit que moi je l'ai ouvert les yeux, qu'il ne savait pas qu'il y avait l'argent là-bas. Pour lui, c'est l'import-export. Il dit l'import-export, vous ne faites que sortir nos devises. Et le peuple ne travaille pas. Ça, c'est un exemple. Donc, il est en train de se muter un peu. Moi, le ministre de l'Agriculture, vous vous souvenez, il a fait des sessions à Bobo, il a rassemblé les opérateurs économiques quand on voulait lancer les Bagré-Pôles et tout ça, la relance de l'activité, l'offensive. Mais je peux vous dire aujourd'hui, personne n'a investi. J'ai dit d'accord, j'ai fait faire le point de bilan de l'offensive, puisque nous sommes en 2025, au ministre, et la part que le privé devait prendre pour investir dans nos pôles de croissance, je lui ai demandé quels sont les privés qui ont pu investir dans la terre et tout ça. Il dit personne.
C'est ceux qui étaient déjà dedans, les producteurs de semences, ces trucs qu'on a d'ailleurs encouragé, les coopératives, c'est eux qui ont continué. Mais les grands opérateurs, je leur dis, oui, il ne faut personne. Je dis, d'accord, très bien. Ne soyez pas surpris que demain, je dise, personne ne prendra de l'argent pour amener à l'extérieur pour payer du riz venir. Vous investissez pour cultiver le riz. Il faut savoir muter. Il faut savoir s'adapter à l'idéologie de ceux qui dirigent. Donc le secteur privé aura toujours quelque chose à faire. Mais il faut s'adapter au contexte. Parce que si on laisse tout aux mains du privé, il n'y aura pas de pays. C'est ce qui était déjà là. Quand on prend le CCVA, lequel d'entre vous n'a pas de véhicule qu'on contrôle? Vous osez prendre votre véhicule rouler sans visite contrôle technique? La police va vous arrêter. La police, c'est qui? C'est le peuple qui paye, c'est ceux qui sont mandatés pour faire cette police par le peuple. Si la police doit contrôler des véhicules pour vous obliger à prendre la visite technique, et cette structure appartient à une privée, a été privatisée. De l'argent, je dirais gratuit, privatisé. Vous trouvez ça normal? La Socico, c'était privatisé. Beaucoup de sociétés sont privatisées. Mais ça peut faire rentrer de l'argent pour l'État et que l'État doit travailler pour tout le monde. Si vous privatisez tout, on fait quoi? L'État gagne l'argent où? On ne veut pas construire notre pays? On veut rester comme ça, dans ce qu'on connaît là? Nous, on veut construire. On veut produire, on veut que tout le monde vive bien et en paix. On veut voir nos enfants dans d'autres types d'écoles. On veut que notre pays se développe. Et pour ça, l'État doit être responsable et prendre ses responsabilités dans certains domaines. Même le secteur des mines, on est en train de racheter. Les deux premières mines qu'on a décidé de racheter, ce n'est pas qu'on a retiré, on a racheté. Et vous avez suivi, c'est près de 100 milliards. Mais c'est l'État qui a payé pour racheter ces mines. Et c'est nous exploitons maintenant. Et on fera comme ça. Même les parts que j'ai dit qu'on va prendre, on va racheter des parts. Il faut que l'État soit fort. Si l'État n'est pas fort, vous n'avez pas de pays. Ça, il ne faut pas se leurrer. Le capitalisme ne peut qu'être sauvage. Si vous laissez le capitalisme se développer à un certain niveau, finalement, vous allez vous perdre. Vous, si vous faites une industrie tout de suite pour fabriquer je ne sais pas quoi, vous voulez faire du profit. Au début, vous pouvez mettre une usine qui emploie peut-être 500 personnes. Et au fur et à mesure, vous robotisez. Finalement, votre usine, vous n'avez que 10 personnes devant un ordinateur qui travaille. Les 490 sont au chômage. Nous, on est contre ce système. On régule aussi. Certes, digitalisé, mais une certaine robotisation, on est contre. Donc, on a une idéologie qu'on va dérouler au fur et à mesure, mais il faut que les gens s'adaptent à l'idéologie. C'est pour le bien-être de tout le monde. Sinon, on va se retrouver dans des situations très inconfortables. Voilà. Monsieur le Président, est-ce que ça veut dire que vous vous attaquez à l'économie de marché, qui est enseignée aujourd'hui en sciences économiques et avec lequel les systèmes, les jeunes économistes grandissent? Parce qu'aujourd'hui, l'État vend du yaourt à travers Faso Kosam. Vous avez annoncé les Fasoyards. On se demande quand vous allez ouvrir les premières boutiques. Tout ça, vous prenez progressivement la place du privé. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. D'abord, j'ai dit au ministre de l'Enseignement supérieur de me changer. D'abord, la carte universitaire a changé, mais le curricula de changer tout. Pourquoi on doit forcément apprendre leur manière de faire l'économie? On n'est pas en mesure de créer. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu, encore, comme j'aime le dire, créer, asseoir des gens, créer l'école? Ce sont des gens qui ont inventé, qui ont créé des concepts et qui ont créé l'école. Ce sont les êtres humains qui ont créé l'école. Donc, qui ont mis des programmes, ainsi de suite. Le programme aux États-Unis est différent du programme en France, différent du programme en Angleterre, ainsi de suite. Chacun a sa manière d'enseigner sa population pour atteindre le niveau qu'on souhaite. Donc, nous aussi, on va créer notre modèle. Justement, c'est ce qui nous met en retard. Malheureusement, notre modèle d'école n'est pas bien. On a pris pour les autres, adapté, et finalement, on forme quoi? Ok, on forme beaucoup d'économistes dans ce concept. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ok, nous, on est en train de changer de système. Est-ce qu'on fait des progrès ou pas? C'est là la question. C'est toute la question comme ça. Il a parlé de l'ONBA, de trucs. Il y a des barrages qui étaient endommagés depuis des décennies, ensablés ou quoi. Cette saison, l'eau est dedans.
c'est par notre système qu'on arrivait à remettre en œuvre ces barrages-là. Les populations vont produire, pendant la saison pluvieuse, vont produire toute l'année et ils sont bien contents. Et ils ont de l'eau potable aussi à travers l'ONEA par ces barrages-là pour boire. Et on va continuer comme ça. Est-ce qu'on fait ça ou bien on s'assoit, on dit non, tout doit être pour le privé? Et d'abord, cette question de privé, il y a des gens qui avaient une mentalité rétrograde, encore politicienne. Et nous avons dit aux gens de changer. Vous avez bien suivi les sorties de certains ministres. Ok, on vous donne un chantier, vous prenez l'avance de démarrage et tout, et vous faites ce que vous voulez. On vous donne un chantier de bas-fond. Dans le contrat, vous devez finir en mai pour que les paysans puissent accéder au bas-fond et puis cultiver. Vous prenez votre avance et vous vous baladez, vous faites ce que vous voulez. En avril, on passe, on regarde, vous n'avez rien fait. Vous dites non, 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 vous partez à votre rythme, c'est comme ça. On vous contraint, vous finissez le bas-fond. Il y en a qui travaillent, il y en a même qui travaillent de nuit jusqu'à aujourd'hui pour atteindre les objectifs. Pas qu'ils ne peuvent pas, mais c'est une mentalité. Et tant que le privé aura cette mentalité, ça ne va pas marcher. Moi, je vous ai dit qu'on a près de 1000 ans de retard même. Il faut rattraper. On est dans les années 1000, à la rigueur 1800. Il faut rattraper le retard, mais on ne peut pas continuer avec cette mentalité. Donc, on invite les gens à changer et à s'adapter. Vous parlez des yaourts, par exemple. Est-ce que le marché est saturé? Non. On importe. J'aimerais voir les privés rentrer dans le yaourt. Pourquoi on n'importe plus? Nous avons pris des textes pour dire que lorsque quelque chose se produit au Burkina Faso, pour pouvoir importer, il vous faut une autorisation spéciale d'importer. Ce qui stipule que vous devez payer ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'il y a le manque maintenant, on vous autorise à importer. Voilà pourquoi les gens sont en train, vous voyez que beaucoup de privés sont en train d'ouvrir des usines et tout ça. Et si on ne passait pas par cette méthode, comment on va faire? Il y a le grand moulin du Faso qui est là. Bon, il faudra qu'on est en train de restructurer tout ça. Mais parallèlement à ça, on a obligé les grands importateurs à ouvrir des moulins. Moi-même, j'ai été inauguré la dernière fois de l'autre côté. C'est l'un des plus grands importateurs. Quand on a dit on va suspendre l'importation, mais il n'était pas content, il a tout essayé. On a dit c'est ce qu'on va faire. Soit vous adaptez, ou bien l'État va prendre en compte. Mais ils le font. Mais est-ce qu'on arrive à satisfaire? Il y a la place. On a de la population, on a un grand marché, un marché immense, au Burkina et en Afrique. Mais les gens n'ont qu'à s'adapter, produire. Donc il y aura toujours de la place. Ne pensez pas que forcément on a pris la place du privé, non. Il y a la place. Vous allez ouvrir les façons. Si c'est nécessaire pour réguler, parce qu'il y a cette mentalité de toujours entraîner la spéculation de certaines personnes. Non, c'est dangereux. Dernièrement, vous avez suivi le cas des motos. Malheureusement, c'est quand il y a eu la situation, on s'est rendu compte que ce n'était même pas un marché régulé. Donc rapidement, on a dû voir comment on peut réguler ce marché pour que l'importation soit suivie. Comment quelqu'un part importer des motos et il vous dit qu'il n'a pas de facture d'achat? Puisque le ministère a besoin de la facture d'achat pour voir tout ce que vous avez payé comme douane et quoi, et vous fixez une marge à ne pas dépasser. Il dit qu'ils n'ont pas de facture. Donc il part payer, il vient, il fixe le prix qu'il veut et il revend aux populations. Donc lui, il s'enrichit. Et les autres s'appauvrissent. Et généralement, quand les gens s'enrichissent, qu'est-ce qu'ils font? S'ils buvaient la braquina ici, ils ne boivent plus la braquina, c'est le champagne qu'ils cherchent. C'est l'argent qui sort. S'ils roulaient sur peut-être, je dirais, une petite cylindrée, ils cherchent maintenant une V8. Le carburant qui est subventionné par l'État, c'est ça, c'est l'argent qui sort. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'économie. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas laisser sortir des devises. Vous dites que vous voulez la monnaie et vous voulez continuer pour qu'on se comporte comme ça. On ne peut pas se comporter comme ça. Voilà pourquoi l'État est en train de reprendre le contrôle. Si demain, les gens s'entendent, on nous a fait des chantages. Hein. Quand on a essayé de régler un peu à la douane, il y en a qui nous ont dit que si on fait comme ça, il y aura pénurie de riz. J'ai dit, ok, faites la pénurie de riz, vous verrez ce que nous on va faire. Et si demain, des gens veulent s'entendre pour faire pénurie de riz, c'est nécessaire que l'État prenne en compte l'importation de riz. On est prêt à tout. Il faut que les gens changent de mentalité. Allez doucement, cherchez votre intérêt aussi petit soit-il, mais permettez aux autres Burkinabés de vivre et de ne pas les appauvrir. Monsieur le Président, on vous a vu à Lumbila auprès des femmes agricultrices, les accompagner, les soutenir. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites pour donner davantage d'opportunités de gagner des revenus aux femmes du Burkina qui alimentent la petite économie dans les quartiers, dans les villages? Oui. Très bien. Et ça, c'est l'un des points les plus importants. Et j'ai dit même au ministère
donc de l'action humanitaire qui s'occupe des questions des femmes, de recentrer l'action, au lieu qu'on soit dans l'assistanat, de recentrer l'action sur la création d'emplois et des petites entreprises. Les femmes ont des qualités. Regardez la transformation à petite échelle de nos produits de consommation. Les femmes peuvent le faire très bien. Elles sont beaucoup plus patientes que les hommes, hein, et elles savent bien faire certaines choses que les hommes. Il faut encourager à ce qu'elles le fassent. Moi, je suis passé à Tenkodogo le 8 mars, j'ai vu les femmes qui ont fait du couscous préfet, qui est bien pour les forces, le savon liquide qu'elles font et tout ça. J'ai donné des instructions pour qu'on paye le savon liquide de toutes ces femmes qui ont été formées et qui se débrouillent pour faire le savon liquide dans nos administrations. Parce que tout ce qui est là, c'est importé, même chez vous, dans vos bureaux. Tous les savons liquides importés, n'est-ce pas? C'est pas normal. Pendant que nos mamans fabriquent ça. Et quand j'ai dit de le faire, en temps, on m'a revenu que non, elles n'ont pas de structure formalisée. J'ai dit, je ne veux rien comprendre. Trouvez la formule, c'est leur savon, vous payez. Et vous amenez. Que question d'emballage ou quoi. Même si moi, vous m'amenez dans mon bureau avec les bidons recyclés des eaux de boisson, là, je vais utiliser. Ce n'est pas grave. En attendant qu'on ait ce qu'on... Pour qu'on veut le luxe, acceptons nos réalités, transformons ce dont on a besoin et consommons ça. Et on va évoluer au fur et à mesure. Une dame qui peut se transformer du savon à petite échelle, si on l'accompagne en lui donnant des marchés trucs, demain, elle peut avoir une grande entreprise qui produit et qui exporte. Voilà la mentalité qu'il faut qu'on développe. Et donc, j'ai dit au ministère là, de ne plus être là dans, vous voyez, l'action humanitaire, l'assistanat, non. Il faut recenser le problème des femmes. On a beaucoup de produits qu'on est en train de faire aujourd'hui. On peut transformer, même à petite échelle, et trouver une formule de rassembler. J'ai discuté avec des femmes à Bobo. J'ai dit, par exemple, les produits oléagineux, les femmes peuvent produire l'huile brute par coopérative et trouver des gens qui ont un certain niveau, qui mettent une raffinerie en place. Et leur rôle, c'est de payer les huiles brutes et les raffiner pour donner de l'huile parfaite sur le marché. Il faut qu'on aille vers ça. Mais si on s'assoit, bon, je n'ai pas la capacité de faire l'huile et puis la raffinerie coûte cher, tout le monde n'est pas obligé de faire la raffinerie. Mais on peut organiser pour que... Voilà. Donc dans plusieurs domaines, c'est ce qu'on est en train de vouloir développer et permettre aux femmes vraiment de mettre en œuvre tout ce qu'elles savent faire. Donc c'est une politique qui est enclenchée et je crois que vous allez voir les résultats. Ismaël Arabo, Jean-Marie Toé, ce serait donc la dernière question. Merci à vous donc pour vos différentes préoccupations adressées au chef de l'État. Excellence, nous accueillons à présent Sekou Tangara de la télévision Africab et Abdou Zouré de Faso 7. Ils vont échanger avec vous sur des sujets en lien avec la diplomatie et l'AES. Bonsoir, chers confrères. Alors, vous disposez pour ce volet de 15 minutes. Merci, Sagnon. Monsieur le Président, l'Alliance des États du Sahel a 2 ans. Comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui? Quel est son état de santé? Merci. Je dirais que l'évaluation de l'état de santé, c'est à travers la population qu'on peut le sentir. Et à travers la population, je pense qu'elle se porte bien. Parce que l'AES n'appartient pas aux dirigeants, l'AES appartient au peuple. Et les peuples ont adhéré. Ça fait que c'est exceptionnel ce qui se passe. L'AES a pu unir, rapprocher les peuples et c'est ça le plus important. Donc on rend grâce à Dieu. C'est un enfant de 2 ans. On a l'impression que la tête est là, les pieds aussi. Mais Monsieur le Président, on a l'impression que les bras ne sont pas encore là. On parle d'agence d'exécution, de maître d'ouvrage. Il était question de transformer l'autorité du Liptako Gourmand en agence d'exécution. À quand est-ce que les populations de l'AES pourront voir ces projets de développement, les projets structurants au bénéfice des populations? Très bien. Je pense que là, c'est une mutation qui est en cours. Ce n'est pas définitif d'abord. Il y a toujours la réflexion, parce que c'est un administrateur provisoire qui est là. Et il faut réfléchir comment on peut la rendre effective en agent d'exécution. Donc c'est une réflexion qui progresse toujours. Parce qu'il ne faut pas faire les erreurs de reconduire les mêmes institutions. Si on se calque sur les mêmes institutions qui ont échoué, ça ne va pas marcher. Et quel type de projet on veut faire pour la population? Qu'est-ce que la LG faisait et qu'est-ce que nous on veut maintenant? La routine, c'est quoi pour certains agents d'exécution ou quoi? C'est de voir les bailleurs de fonds, réunir les financements pour des projets. Mais ça veut dire des prêts pour les populations. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je ne pense pas. Nous partons d'une question endogène.
Et si on dit endogénéité, voilà pourquoi la banque d'investissement, si vous remarquez, le prélèvement est fait pour qu'on puisse ravitailler la banque d'investissement. Il faut que si nous voulons qu'elle fonctionne, que si elle a besoin de faire des projets dans l'espace, que la banque puisse a priori financer. Mais si c'est pour constituer une agence et repartir chez les mêmes impérialistes pour aller se mettre à prêter l'argent pour certains projets, peut-être qu'ils n'ont même pas la même vision que nous, ce n'est pas évident. Donc la réflexion est toujours en cours, ce n'est pas définitif. Monsieur le Président, l'AES c'est aussi la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la force conjointe et quelles sont les actions fondamentales qui ont été posées sur le terrain? Alors, la force conjointe, nous avons fait l'architecture comme vous avez pu le voir. Le poste de commandement est installé à Niamey. Et actuellement, il s'agit d'équipement des premières unités. Par exemple, le Burkina Faso, le premier bataillon est prêt. Et les équipements aussi de ce bataillon sont là. Et nous sommes en train de former le deuxième bataillon qui, peut-être dans 2 mois, comme ça, seront prêts. Et chaque pays, le concept est que chaque pays commande les équipements. On a arrêté un format d'équipement que chaque bataillon doit avoir. Donc, il faut les commander pour qu'on puisse les armer. Et comme je l'ai dit, jusque-là, on ne fabrique pas certains équipements. On est obligé de commander. Et vous voyez comment le monde est fou. Tout le monde prépare la guerre. Vous pouvez commander aujourd'hui un équipement, on vous donne 4 mois, 6 mois, 8 mois, souvent même des années. Donc on est obligé de faire avec. Et qui de force conjointe, ça demande une communication importante. Et donc vous comprenez toute la logistique en termes de transmission qu'il y a derrière. Il faut que ce soit parfait. Donc voilà pourquoi on ne précipite pas les choses. Déjà, il y a beaucoup d'opérations qui se mènent de façon conjointe. Donc c'est déjà le début de la force. Peu importe la situation qui se passe entre nous, le Niger ou du côté du Mali, nos forces arrivent à déjà coordonner pour travailler. C'est ça le plus important. Quand on regarde, pour rester sur la force conjointe, quand on regarde la photographie de l'AIS, la Confédération est entourée par des pays avec lesquels souvent il y a des frictions diplomatiques. C'est-à-dire quand on prend le Niger, il y a des frictions avec le Bénin, le Mali, il y a des frictions avec l'Algérie, le Burkina, même si on ne le dit pas, des petites frictions souvent avec la Côte d'Ivoire. Comment transformer justement ces frictions diplomatiques en opportunités opérationnelles pour lutter contre le terrorisme, Monsieur le Président? C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, c'est autour de l'AES. Si nous connaissons la menace qu'il y a autour de nous, l'opportunité, la seule opportunité à saisir, c'est de développer des armées très fortes et d'essayer de nous développer. C'est la seule opportunité. Sinon, l'adversité, on va toujours l'avoir. Ce n'est pas comme ce que vous avez cité, c'est réel. C'est réel. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le problème en Afrique, très souvent, ce sont les dirigeants. Ces frictions diplomatiques, c'est pas entre, moi je n'aime même pas dire les frictions entre les États. Il n'y a pas de friction entre les deux pays ou quoi. Il y a friction entre les dirigeants des pays. Est-ce qu'entre armées de l'AES et ces pays-là, ça coopère, ça se renseigne, il y a la collaboration? Bon, pour certains cas, je ne sais pas, mais je prends par exemple le cas même avec le Bénin, nous, on n'a pas les mêmes approches en termes de terrorisme. Je prends par exemple le cas du Bénin. Moi, avant d'aller à Moscou la dernière fois, en mai, un jour, j'étais là, il y avait une menace qui planait sur un détachement au Bénin. Mais les militaires n'attendent pas de monter au niveau politique ou quoi que ce soit pour certaines choses. Ils ont contacté nos forces à l'Est, qui ont confirmé en tout cas la menace. Ils ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Moi, j'étais encore là, c'était un samedi, je me souviens. J'ai ordonné à nos appareils d'aller survoler et voir ce qui se passe, parce qu'ils ont intercepté les communications de regroupement. Effectivement, les drones sont arrivés à la frontière, ils ont vu que les terroristes se regroupaient pas loin de leur base. On a frappé et on a avorté l'attaque. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Vous voyez, les forces coopèrent. C'est ça l'esprit militaire. Un bon militaire, la menace d'abord, il y a une menace commune. Mais maintenant, c'est souvent au niveau, comme je l'ai dit, au niveau des dirigeants, beaucoup n'ont pas compris. Ils sont là dans des guerres inutiles. Mais le plus important, la menace est commune. Si quelqu'un croit qu'il peut se soustraire de la menace, il se trompe. Donc on coopère. Les militaires coopèrent. Vous avez dû voir, par exemple, nous et les dirigeants ivoiriens, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas. Mais vous avez dû voir nos militaires, très souvent même, qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble à la frontière, qui causent.
Voilà, ça fait partie. C'est l'occasion de parler des 6 éléments du Dara. Où est-ce qu'on en est? On a entendu les autorités lors d'une conférence de presse, ils en ont parlé. Au niveau du Burkina Faso, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont franchi la frontière, ils ont été interpellés. Ils sont là. D'accord. Chaque fois que quelqu'un franchit la frontière, il rentre, mène des actions. Que si ce sont des civils, généralement, ceux qui rentrent, qui posent des questions, qui font des enquêtes. Ça, c'est de l'espionnage, en fait. Donc, c'est logique qu'on les arrête et qu'on les entende. C'est comme avant ça, il y avait des gendarmes qui avaient franchi en armes. C'est arrivé 2 fois, il y avait 6 et 2 entre-temps. On les avait arrêtés, on les avait amenés jusqu'à Ouagadougou avec les armes, on les a auditionnés. Mais un jour, le ministre de la Défense m'a dit que son homologue l'a appelé et plaidé si on peut les libérer. J'ai vu les services de renseignement et j'ai dit, bon, écoutez, s'ils ne sont pas rentrés avec une mauvaise intention et tout, fraternité d'armes et tout ça, il faut les libérer. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison, qu'ils les libèrent. Malheureusement, c'est 2 ou 3 jours après, on apprend le décès de notre frère en prison. Et les autres qui sont en prison sont toujours en prison. Et même ce sont des civils, des commerçants. Écoutez, ça, c'est pas de la bonne collaboration. Donc, pour les 6 éléments, on attend. On n'a rien reçu d'abord comme approche ou quoi que ce soit. Pourtant, le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué qu'ils privilégiaient la voie du dialogue avec le Burkina Faso. Il a dit en conférence de presse le mercredi passé. On les attend. Nous, si on avait privilégié la voie du dialogue, on espérait aussi qu'ils libèrent nos civils innocents et qu'ils viennent. Mais un est mort dans leur prison qui n'est même pas une prison conventionnelle. Donc, écoutez, chacun assume ses actes. Hein. Et nous, on n'a pas l'art de mentir. Ce qui est réel, on le dit. On n'a pas de personne à nous approcher d'abord. Donc la situation est telle qu'elle. Ouais, voilà. Les relations entre l'AES et la CEDEAO sont claires, elles sont limpides, c'est la rupture. On se pose des questions par rapport à l'UEMOA. Récemment, lors de la conférence des ministres des Finances de l'UEMOA, il était question que ce soit le Burkina Faso qui préside la conférence des ministres. Ça n'a pas été le cas. Comment est-ce que cette question a été abordée au niveau du collège des chefs de l'État de l'AES? Quelle lecture vous en faites? Non, ce n'est pas surprenant. Nous, on était préparés à ça, ce n'est pas surprenant. Vous voyez, il y a des gens qui se prévalent de gouverner toute l'Afrique de l'Ouest et qui sont les... Ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas, on les a dit clairement. Moi, j'ai des gens avec certains chefs d'État, j'ai dit ça ne marche pas. Y a-t-il de quoi quitter l'UEMOA, Monsieur le Président? Mais c'est la nécessité. Et peut-être on tend vers ça. Si on ne peut pas gouverner, qu'est-ce que vous voulez? On nous cherche. Ça a été le même cas que la CEDEAO. On nous pose vers la porte, ben on va partir. Donc on les regarde. La balle est dans leur camp. En préparant l'émission, Monsieur le Président, on a appris que vous aimez cette formule « tout est urgent ». Au sein de l'AIS, est-ce qu'il y a plus urgent, même dans la hiérarchisation des urgences, qu'est-ce qu'on peut privilégier aujourd'hui? Les urgences au niveau de l'AIS? Oui. C'est la question sécuritaire. C'est le plus urgent. Et vient maintenant la question du développement qui est liée à la question sécuritaire. Il faut qu'on libère nos terres et qu'on sécurise nos populations. Ça, c'est l'urgence absolue. Donc, tout l'effort, toute la concentration, même nos tâches quotidiennes doivent être orientées vers ça. Chaque fois qu'il y a un incident, en tant que chef d'État, on doit être au courant et on doit s'intéresser, on doit trouver des solutions, et ainsi de suite. C'est ça qui est le plus important. Et réfléchir constamment, récupérer nos terres, sécuriser, faire en sorte que même dans 100 ans, cette situation n'arrive plus. Monsieur le Président, l'AES, c'est un même peuple, c'est un même destin. On est curieux de savoir comment les autres pays de l'AES perçoivent la révolution burkinabé. Peut-être qu'ils viendront à la révolution. C'est une étape. Mais il faut savoir que le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. C'est le même peuple par la mentalité actuellement qu'on a réussi à inculquer. Mais fondamentalement, vous-même vous êtes Burkinabé, vous savez que non, n'est pas facile. Le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Ça fait que la révolution passe plus facilement. Voilà. Même quand on ne faisait pas la révolution, les gens même réclamaient la révolution. Donc, les autres, ils vont aussi proclamer sûrement, j'espère. On n'a pas le choix que de faire une révolution. Sinon, tout autre concept ne marchera pas. Voilà, il faut révolutionner. Merci donc à vous pour ces différentes questions relatives donc à la diplomatie et à l'AES.
Monsieur le Président, nous nous acheminons vers la fin donc, de cet entretien. La 5e et dernière rubrique concerne la géopolitique régionale et internationale. Les questions irrélatives donc, sont portées par Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso et Jules Domsé donc, de Vox Africa. Vous avez pour cette rubrique 15 minutes également. Alors, Excellence, si vous permettez, on va rester toujours en Côte d'Ivoire. Les relations avec ce pays sont exécrables et avec le langage direct et franc du soldat et du révolutionnaire que vous êtes, vous avez eu à dire que les raisons de cette colère, vous n'êtes pas contre le peuple ivoirien, mais contre les dirigeants qui donnent le gîte et le couvert aux déstabilisateurs du Burkina Faso. Alors, à quand et dans quelles conditions peut-on avoir un dégel et un échange d'ambassadeurs entre les deux pays? Ça dépend de... De toute façon, ce n'est pas nous qui avons commencé cette situation. Moi, je me souviens au tout début, même le jour du 30 septembre, est-ce que l'une des premières personnes qui m'a appelé, ce n'était pas le président Alassane Ouattara? Et après, son petit frère est venu par 2 fois nous voir et tout ça. C'est vrai, on peut dire que les relations étaient bonnes, mais il a voulu qu'on suive une certaine direction. Mais comme vous avez dit, en tant que révolutionnaire, nous savons que nous ne sommes pas là pour ça. Nous étions là pour la révolution. Et la révolution, c'est une rupture. On ne peut pas suivre une certaine politique. Et donc, petit à petit, les relations ont commencé à ne pas aller. Et comme vous l'avez constaté, tous ceux qui ont voulu peut-être certains privilèges, quoi que ce soit, n'ont pas eu, se sont mis à se mettre contre nous, se sont déployés là-bas, sont entretenus, sécurisés et tout. On sait de quoi on parle, parce qu'ils savent aussi de quoi on parle, pour agir contre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui était venu ici en son temps. Nous avons observé ça pendant près de 2 ans. On les a parlé plusieurs fois. Ils nous ont dit non, il faut qu'on passe par les règles de l'art, il faut que la justice émette des mandats et tout ça. On a fait tout. Ils ne répondent pas. Monsieur le Président, ça ne marche pas. J'embraye avec la question de mon confrère pour rester sur la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire a une élection présidentielle cette année, dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça nous intéresse d'autant plus qu'on a beaucoup de compatriotes en Côte d'Ivoire quand même. Et on craint qu'il y ait des violences. Et ça, ce n'est pas forcément la bienvenue. Parce que nous avons vécu malheureusement les années passées aux violences en Côte d'Ivoire avec les opérations Bahiri. Tout le monde a subi ça au Burkina. Aujourd'hui, vraiment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des violences. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisiez parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, ceux-là, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Voilà. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, bon, la géopolitique quand même avec la Côte d'Ivoire, ce pays voisin, qui abrite la plus grande diaspora burkinabé, alors que, bon, vos contempteurs vous accusent de pratiquer la diplomatie du muscle avec ce pays, au détriment justement de nos Paweto qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, qui le dit? Nous sommes burkinabés, c'est ce que nous savons.
et nous avons décidé de faire une révolution, on va la faire. Maintenant, celui qui embarque dedans embarque. Nous ne pouvons pas être dans une révolution et vouloir faire un autre modèle de diplomatie. Je vous ai dit la diplomatie mensongère et tout ce qu'il y a. On n'est pas prêt à être dans ce sillon-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ait le courage de vous dire ça ne va pas. Il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Généralement, les gens devant les micros et tout ça, non, tout va bien, si c'est ça, on est en train de... C'est faux, ça ne va pas bien. Il faut avoir le courage de le dire, il faut qu'on s'asseye, qu'on parle et qu'on se dise la vérité. Mais si les gens ne veulent pas ça, parce que juste dans leur tête, bon, il faut que ces gars-là quittent, parce qu'on ne veut pas de révolution en Afrique de l'Ouest. Ça ne va pas marcher. Donc, chacun se prépare à assumer les conséquences voilà, de la situation. Alors, pour sortir de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, on reste quand même au niveau de l'AES. Vous avez certainement suivi le dernier sondage fait par nos confrères de Jeune Afrique, et avec des résultats qui peuvent sembler étonnants, les populations des pays francophones sont tous favorables à l'AES. Je dirais, même la Côte d'Ivoire, à 66%, apprécie ce qui se fait au niveau de l'AES. Alors, comment est-ce que vous recevez ce message? Ah bon? Je n'ai même pas pu suivre ça, parce que moi, je ne suis plus ce média. Hein. C'était un sondage qu'ils ont commandé. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce résultat, mais le résultat est tel. Ils ont été au Cameroun, ils ont été au Sénégal, ils ont été au Bénin, ils ont été en Côte d'Ivoire. Et là-bas, les populations sont tous favorables à l'AES et apprécient dans leur grande majorité ce qui se fait au niveau de l'AES. C'est logique, je dirais. Les populations ouest-africaines sont la plupart du temps liées. C'est la même famille. C'est le colon qui nous a divisés. Hein. Et quand les gens voient qu'on essaie de s'unir, ça ne fait qu'inspirer, ça ne peut faire que plaisir. Donc moi, ça ne m'étonne pas que ces populations apprécient. Et ce qui m'étonne, c'est le fait qu'ils aient publié. Pourquoi ils ont publié ça? Ça donne bien réfléchir. Pas le choix. Quand vous commandez une enquête, c'est connu. Après, vous êtes obligé de publier les résultats. Bon, peut-être ça. Voilà. Mais il faut faire attention à ces gens parce que... Je suis totalement d'accord avec vous, Sinon, je suis d'accord, c'est normal, c'est logique. Avec la permission de Dieudonné, je voudrais vous poser une question concernant justement votre relation avec une autre organisation. Qu'est-ce que vous faites encore dans l'Union africaine? Bonne question. Alors, je dirais que notre situation dans l'Union africaine est tellement passive qu'on ne sait pas si on est dans l'Union ou si on n'est pas dans l'Union. On nous a suspendus depuis, personne ne nous parle. C'est vraiment un silence radio. Donc alors, moi je ne sais pas si je suis dans l'Union ou pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas marquer le coup en posant aussi un acte historique, comme cela a été le cas avec la CEDEAO, en claquant la porte à une institution qui visiblement ne sert pas à grand-chose? J'ai eu à discuter avec un diplomate de cette organisation. Et après, nous avons vu qu'ils ont nommé un médiateur, le président burundais, qui devrait même venir ici la semaine passée, je pense, mais après, il y a eu question d'agenda avec nous. Et on l'attend, on veut l'écouter d'abord, parce que nous-mêmes, nous voulons savoir pourquoi ils se comportent comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision sans savoir leur motivation. Pourquoi ils ont décidé de nous exclure? Pourquoi ils se comportent comme ça avec nous? Si on a leur motivation, là, si on quitte, on pourra expliquer à nos peuples, voilà ce qu'ils ont dit, voilà les raisons. Et donc, nous, on décide de quitter. C'est la même chose que la CEDEAO. On a quitté, mais si on nous demande pourquoi on a quitté, on peut vous expliquer. Mais aujourd'hui, si on quitte l'Union et qu'on nous demande, nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi ils nous ont suspendus. Pourquoi ils se comportent comme ça. Certes, ils ont dit qu'on est anticonstitutionnel, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que... Monsieur le Président, vous pouvez aussi quitter parce que vous estimez que c'est une organisation qui travaille contre les intérêts de l'Afrique. Je ne pense pas que l'Union africaine peut être dans une posture révolutionnaire comme celle que vous menez. Non. Par respect pour certaines personnes, voilà pourquoi j'ai dit j'attends que le médiateur qui a été nommé, qui a déjà envoyé son émissaire, prenne contact avec nous. Nous l'attendons. C'est par respect vraiment pour ce président. Nous l'attendons qu'il vienne, qu'on discute, qu'il nous dise ce qu'il y a et nous lui dirons les conclusions de nos débats. Monsieur le Président, on va aller au bord de la mer Noire, en Russie. Alors, la science a l'art de ces instruments. Vous avez fait des études scientifiques. Alors, lors d'un séjour à Moscou, vous avez demandé au patron du Kremlin de nous apprendre à pêcher le poisson au lieu de nous donner le poisson, le transfert des technologies. Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est d'accord que le biberonnage là, extérieur ne peut plus continuer. Alors où en est-on aujourd'hui avec justement ce transfert de technologie? Parce que vous avez parlé tout de suite avec des confrères qu'on va un jour fabriquer même nos armes ici. Alors où en est-on actuellement avec ce transfert de technologie? Alors, je pense qu'ils ont bien entendu le message. Je l'ai clamé en 2023.
pendant le sommet de Saint-Pétersbourg. On nous a donné du blé, il ne faut pas qu'on aille encore demander du blé, il faut cultiver. Si on nous donne du poisson, il faut qu'on apprenne à pêcher. Et je pense que les initiatives qu'on est en train de développer, nous avons demandé donc à la Russie d'offrir un certain nombre de bourses d'études à des étudiants burkinabés pour qu'ils aillent apprendre la science. Ils ont accepté. Donc il y a déjà des gens qui sont partis dans certains domaines pointus. Si vous regardez la création de l'agence atomique, on a déjà des étudiants qu'on a envoyés depuis l'année dernière qui sont en formation sur le domaine atomique, qui est une technologie poussée. Et on va continuer d'en envoyer chaque année. Donc il y a plusieurs autres domaines où nous avons demandé des formations. Ce n'est pas la Russie seulement. Même à la Chine, on a demandé des formations particulières et envoyé des étudiants. En Iran aussi, pareil, on est en train de taper en tout cas tous ceux qui ont pu développer des technologies pour envoyer des étudiants formés. Alors géopolitiquement, bon, le capitaine président Ibrahim Traoré aujourd'hui a mis le Burkina sur orbite, comme à l'époque un Sankara. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Bon, un pays comme le Burkina, bon, certains disent un petit capitaine. Qu'est-ce que ça vous fait géopolitiquement aujourd'hui d'être au pinacle? Écoutez, est-ce que vous avez toujours la tête sur les épaules? On a forcément la tête sur les épaules. C'est une charge. De voir, c'est une mission globale qui nous a été confiée. De voir que tout le monde entier s'intéresse au Burkina, je ne dirais pas une pression, mais c'est une charge. Et c'est une responsabilité. Et on doit de l'assumer avec toute la concentration nécessaire. On n'a pas le droit de faillir. Qu'on le veuille ou pas, nous allons aller dans le sens des peuples. Parce que c'est eux qui ont fait valoir cela. Donc, on l'a vu, le Burkina est vraiment en orbite, comme vous le dites. Et nous travaillons à maintenir le Burkina dans cette posture, à être le pays des hommes intègres, à être le pays modèle, à être le pays qui va quitter cette situation de sous-développement, être dans quelques années un pays très développé, faire un miracle, parce que c'est ce à quoi les gens aspirent. Et aussi pouvoir donner notre part de voix et de tout ce qu'il y a, voilà, pour le bonheur du monde, si je peux dire. Depuis que vous êtes chef d'État, vous voyagez très peu. Oui. Le seul pays en Afrique où vous êtes allé, c'est probablement la Russie, si je ne m'abuse. Et on a vu vos homologues africains aux États-Unis, avec une sorte de photo de classe, avec le président Trump. Et je vous donne un commentaire d'un ami à moi qui me disait « Le capitaine Traoré n'aurait jamais accepté ça ». Est-ce que c'est vrai? Écoutez, moi je voyage peu, comme vous l'avez dit. Et je suis parti en Russie 2 fois, mais pour des objectifs bien précis. Il se peut que j'aille vers d'autres partenaires pour des objectifs bien précis. À part ça, je ne compte pas aller faire le tour du monde comme les autres le font. Parce que pour moi, il faut rester concentré, travailler pour son pays. Le président Trump lui-même, il a dit « America first ». C'est l'Amérique d'abord, il travaille pour les intérêts des Américains. Et donc moi, je travaille pour les intérêts des Burkinabés. Si je n'ai pas d'intérêt là-bas, qu'est-ce que je vais aller faire? Alors, l'un des grands sujets géopolitiques actuels, c'est bien sûr le conflit israélo-palestinien. On voit des États prendre de plus en plus position. On a vu des États occidentaux, européens, pour ne pas les nommer, dire qu'ils vont reconnaître, et c'est un signe fort, l'État palestinien. Mais comme d'habitude, l'Afrique est quasiment silencieuse. Elle est dans la position attentiste. Est-ce que vous, du Burkina, vous pouvez donner une position qui permet de comprendre un peu ce que pense l'Afrique par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la bande de Gaza? Je ne peux pas vous donner une position qui permet de voir ce que pense l'Afrique. Certains Africains, ou certains dirigeants africains. Parce que beaucoup de dirigeants africains ont une autre manière de voir les choses. C'est le malheur de l'Afrique, si je peux le dire, on n'est pas unis. On ne voit pas de la même manière. Certains ont peur, certains, on les met liés, certains sont là pour les intérêts d'autres personnes. Écoutez, l'Occident a amené des gens qui ont grandi chez eux, tout faire chez eux, venir les mettre chefs d'État en Afrique. Donc c'est eux qui contrôlent tout ça. Et donc l'Afrique ne peut pas avoir une opinion. Mais je sais qu'au fond de tout un chacun, personne n'aimerait voir ce qui se passe là-bas, se passer chez lui. Mais malheureusement, sur le continent africain, il y a une situation pareille. Au Congo, qu'est-ce qu'on fait même pour le Congo? En République démocratique du Congo. Ça fait combien de millions de morts? Depuis combien de temps? Nous-mêmes, nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez vu des pays africains même porter la voix pour le Burkina depuis les 10 années passées? C'est rare. C'est rare. Donc, l'Africain a ce problème-là. Pendant que quand vous voyez en Europe, ils ont un problème. Tout le monde est uni, les gens arrivent à rapidement trouver des solutions. Les États-Unis, c'est pareil. Mais l'Afrique a ce problème. Vous voyez, ça fait 10 ans que nous on se bat. Vous n'avez pas entendu quelqu'un porter la voix du Burkina au niveau des institutions internationales et quoi que ce soit, ni le Mali, ni le Niger.
Nos populations meurent, ce n'est pas leur problème. Congo, ça meurt, ce n'est pas notre problème. La dernière fois, j'ai essayé dans une de mes paroles d'essayer de parler pour que... Ça fait combien de millions de morts? Le Soudan, regardez comment il se déchire. Il y a beaucoup de conflits sur notre sol déjà et on n'arrive même pas à porter la voix. Donc, comment on va aller porter la voix des autres? Donc, il faut que nous, Africains, on se réveille. Est-ce que le Burkina peut reconnaître un État palestinien? Est-ce que le Burkina est prêt à reconnaître l'État palestinien? Pourquoi pas? C'est un État. C'est un État. Pourquoi on ne va pas reconnaître un État palestinien? Non, ce qui se passe, c'est très grave. Et je pense que l'État palestinien existe et doit exister. Sinon, cette guerre ne finira jamais. Là où nous partons, ça ne finira jamais. Pendant que vous croyez que ça va finir, ça reprend de plus belle. Et on va continuer comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de parts de responsabilité des pays autour là-bas. Parce que c'est leur région et les gens doivent pouvoir donner la voix pour trouver une solution à ce conflit. Voilà. Et quant à nous, on continue de se battre ici. L'État burkinabé qui doit demeurer, c'est ça qui est le plus important. Et on se bat pour notre État burkinabé. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes donc au terme de ces 90 minutes face à la presse. Merci pour votre disponibilité et merci pour cette belle opportunité offerte à la presse nationale et internationale. Mais avant de nous séparer, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit du peuple burkinabé à l'orée du 3e anniversaire de votre accession à la magistrature suprême? Pour le peuple burkinabé, ça fait 3 ans que nous sommes là et qu'on chemine. Et j'ai d'abord des mots de remerciement. Des remerciements du fond du cœur. Parce que le peuple est resté concentré. Concentré pour écouter le message qu'on a véhiculé. Parce que l'une des armes importantes que nous avons utilisées, c'est aussi la communication. Et parce que nous avons compris que les impérialistes ont toujours utilisé la communication pour détruire l'Afrique. Parce que tout ce qui se passe comme conflit, ce sont des manipulations. Ce sont des manipulations. Regardez, je prends encore le cas du Soudan. 2 groupes sont manipulés par des puissances. Faudrait-il pas à un moment donné qu'on se parle, on s'assoit, on exploite nos ressources ensemble, on fait vivre nos populations, on va continuer à se déchirer? Tout ce qui s'est passé, comme assassinat de leaders politiques en Afrique, les guerres et tout, c'est à travers la communication qu'on a manipulé. Et la communication est très importante. Et ça, le peuple burkinabé a été concentré pour percevoir le message. Et nous continuerons de communiquer pour les faire comprendre ce que nous faisons et vers où nous partons. Ça, c'est le plus important. Deuxième chose, je remercie Dieu aussi, qui a permis à ce que nous puissions, en tout cas malgré la guerre, poser des actes et communiquer sur ces actes pour que le peuple comprenne qu'un lendemain meilleur est possible. L'espoir est permis. Et tant que les gens garderont cet espoir, on va y arriver au point où nous souhaitons. Et la dernière chose, c'est cette situation sécuritaire qui est là, de rassurer que la guerre va finir au Burkina Faso. Nous vivrons en paix, nous ferons ce que nous avons à faire de nos richesses et nous allons nous développer. Ça, c'est une certitude. Le rêve que nous avons pour le Burkina Faso, nous allons l'accomplir. Nous continuerons les derniers bastions importants du terrorisme, nous allons continuer à les conquérir, comme ce qu'on a pu faire en 2025 avec cette grande vallée qui était un gros réservoir économique pour les terroristes que nous avons récupéré. Il y a plusieurs autres endroits où l'orpaillage terroriste continue et tout, pour les ravitailler. Nous allons récupérer toutes ces zones et l'espoir est permis. Donc, bon courage à tout le monde, restez concentrés, résilients et on continuera à se parler. C'est ça le plus important. Une fois qu'on se parle, on se comprend et on avance. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ce sera donc le mot de fin. Merci, chers confrères, pour vos différentes questions donc adressées au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien avec grand intérêt. Restez donc en compagnie de nos programmes. Merci.